Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi, et oui, exceptionnellement, on enregistre le mercredi 29 octobre 2025. Il est 18h41. Je suis avec Fabrice Neumann. Salut camarade. Salut, et salut à toutes et tous. Et oui, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez en direct dans le chat, que vous soyez sur YouTube, sur Twitch, sur LinkedIn ou sur X. Vous êtes avec nous pour l'enregistrement de cet épisode 252 et on est très heureux de passer ce moment avec vous. Voilà, les habitués sont là, Didier, Bill, Phoenix notamment. Je vois la présence de Corinne à Paris, passionnée de technologie Apple. Je le dis dans ce sens-là, pour ne pas que Fabrice, tu fasses déjà du mauvais esprit. Non, mais je le faisais quand on n'était pas en train de diffuser. Alors, exagère. Je sais. C'est enregistré maintenant, j'ai l'air de quoi. Voilà, exactement. Donc soyez tous et toutes les bienvenus pour cet épisode assez riche. On va essayer de le rendre bien compact. On va démarrer direct avec notre retour sur. On était ensemble la semaine dernière, Fabrice, dans l'attente de l'annonce des détails autour de ce masque Samsung, Google, Qualcomm, présenté comme un concurrent direct du Vision Pro. C'est donc bien le Galaxy XR qui a été présenté il y a une semaine. On avait émis des hypothèses sur le prix et j'avoue que même moi j'ai été surpris. Oui, alors t'étais quand même le plus proche de nous trois. On était avec Gilles la semaine dernière. On était tous d'accord que Samsung allait faire moins cher qu'Apple. Parce que c'est pas difficile, mais pas forcément autant moins cher, puisqu'il a donc été annoncé à $1 799, contre, donc maintenant le Vision Pro est à 3 699, si je ne m'abuse, c'est ça, hein? Je crois qu'il est à 3 499. 3 499, voilà. Ouais. Donc il est pas tout à fait 2 fois moins cher. Non, il est parce qu'il est un petit peu moins cher en Europe, si en France, voilà. Mais pas loin de 2 fois moins cher. Moi, je pensais pas qu'ils arriveraient à faire quasiment 2 fois moins cher. Et au moins, on sait que c'est possible maintenant. Voilà, exactement. Et alors, d'autant plus que parmi les premiers commentaires qu'on a entendus sur les podcasts, les machins, etc., c'est que bon, en plus, on a l'habitude avec Samsung, quel que soit l'appareil, et notamment les smartphones, c'est là qu'on a le plus d'expérience, que c'est le prix de lancement, et puis dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va y avoir des promos, et puis maintenant, on sait qu'il y a Android XR qui est donc le système qui à la base du casque lui-même, c'est ce qui fait tourner le casque, donc il devrait potentiellement y avoir des concurrents, et donc on peut s'attendre à, je sais pas, un Xiaomi, tu vois, qui ferait un Xiaomi XR et qui en prix de base va être à 1000 balles, et puis au bout de 3 mois il va y avoir des promos. Donc là la pression prix sur Apple est d'un seul coup énorme. Ouais, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu crois qu'avec cet écart-là énorme, on parle du simple au double, est-ce qu'Apple peut, la jouer, j'ai rien vu, moi je reste à 3005. Alors, en fait, je pense que pour répondre à la question, il va falloir quand même attendre les tests pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Ouais. A priori, la puce à l'intérieur est quand même un peu moins puissante. Les écrans ont l'air très bien. Il semble qu'il y ait eu quelques économies de fait sur l'absence que dont certains se félicitent de l'écran externe qui fait semblant d'avoir des yeux là quand on le porte. Bah c'est sûr. Voilà. Mais est-ce que ça peut rendre les mêmes services? Voilà, il faut qu'on attende de voir en vrai les résultats. Est-ce que c'est aussi bon? Est-ce que ça atteint suffisamment de qualité? Sur le papier, il est quand même très très proche, voire sur meilleur. Le papier, il est très bon, sur certains points. Il y a davantage de pixels, par exemple, à l'image sur les 2 yeux que dans le Vision Pro. Mais à 90 images secondes. Et pas maintenant jusqu'à 120 Hz pour le Vision Pro. Et beaucoup disent, et depuis longtemps, que pour éviter l'impression de nausée, de mal des transports quand on porte ce truc-là, un des points importants, c'est le taux de rafraîchissement. Ouais. Donc faut voir si justement si c'est moins efficace dans ce domaine et que en fait c'est plus étudié pour par exemple regarder des films en étant statique.
ça rend pas tout à fait les mêmes services. Faudra voir aussi la qualité du mode transparence. Je crois que c'est pas comme ça que ça s'appelle, je me souviens plus, mais qui il permet d'utiliser le mode réalité augmentée tout bêtement. On utilise les caméras qui pointent vers l'extérieur pour voir comme au travers, comme si on regardait dans des lunettes. Est-ce que c'est aussi bon? On sait que Apple a beaucoup travaillé, il y a une puce exprès pour ça dans le Vision Pro, pour que il y a un temps de réponse de 12 millisecondes entre ce que tu fais en dehors du casque et ce que tu vois dans le casque. C'est très très court dans le temps de traitement d'image. Donc il faut voir tout ça pour voir si ça peut rendre les mêmes usages, tu vois. Ouais. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est quand même c'est le masque le plus proche du Vision Pro à ce jour. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Très clairement, et même extérieurement. Ouais. Hein. Des gens qui sont pas de la partie, tu en mets deux côte à côte. Je pense que personne, on ne sait pas lequel est lequel. Donc ça valide. Je pense que ça valide un peu le design d'Apple dans le domaine. Voilà, a priori c'est comme ça qu'il faut faire. L'autre point intéressant du Galaxy XR, c'est qu'il est plus léger. Un peu plus léger. Il fait entre 100 et 200 grammes de moins, parce que ça dépend des configurations des deux côtés, donc c'est difficile, mais il est plus léger, quoi. Donc, voilà. Tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'avec le nouveau Vision Pro M5, il est 150 grammes plus lourd, parce qu'en fait, c'est la nouvelle, le nouveau bandeau double, dans lequel il y a des pièces en... Il y a des contrepoids, en fait. En acier, voilà. En tungstène, je crois, j'ai entendu dire. Ouais, en tungstène. C'est le bandeau qui rajoute 150 grammes. Ouais. Alors, on savait pas ça la semaine dernière, on n'était pas sûr. Enfin, moi, je n'avais pas encore vu le rapport technique. Et donc, c'est ça, en fait. Le masque lui-même, c'est le même poids exactement, au gramme près. Mais c'est le bandeau avec le tungstène derrière pour équilibrer un peu plus. Et du coup, j'ai entendu un utilisateur disant oui, alors bon, j'ai testé ça. Moi, ça m'ennuie parce que j'aime bien utiliser le Vision Pro en étant allongé, et du coup, maintenant, je sens derrière la tête les contrepoids en tungstène. Ah oui, ça appuie. Et voilà. Et faut garder l'ancien bandeau. Alors peut-être, du coup faut changer, etc. Bon. Alors je remarque qu'il y a Matsik dans le chat qui fait remarquer un truc, et c'est intéressant parce que je voulais aussi venir sur, j'en ai parlé avec un client. D'abord, effectivement, donc le Vision Pro est sorti il y a presque 2 ans, il y a toujours pas d'application Netflix, ou en tout cas il n'y a pas d'application YouTube, très très clairement. Netflix, je sais plus. Mais peut-être il parle de l'exclusivité de Netflix. Là, du coup, au moment où j'en parle, j'ai un doute. T'es sûr pour YouTube? J'ai un doute. Mais pour YouTube, il y a toujours pas d'application YouTube sur le Vision Pro. C'est ça, moi, dont je me souvenais, et qui vient avec dans le Samsung Galaxy XR. Donc ça, c'est un petit coup une petite pique de Google, quoi. C'est rigolo quand même. Mais ça montre. On en parlait justement la semaine dernière, tu vois. Qu'est-ce que va être ce casque? Comment il va être ciblé? Et le fait de pouvoir voir de la vidéo, même si elle n'est pas immersive, je pense que c'est un des usages qui est vraiment intéressant. Voilà, et puis il y a c'est Android, etc. Et alors l'anecdote, c'est que moi j'ai un client qui bosse sur la création d'un environnement 3D de simulation. Et alors il a une première version de son moteur utilise Unreal. Et il dit je suis embêté, Vision Pro c'est pas compatible. Point. Je ne peux pas. Et donc, je lui ai appris l'existence hier du Galaxy XR, et je lui ai dit, écoute, j'ai pas l'info, mais regarde donc par là, parce que c'est Android, donc ça doit être un peu plus ouvert, malgré tout. Et puis, il est allé voir, puis là, il habite aux États-Unis. Il me fait, mais c'est 2 fois moins cher, en plus. Tu vois? Et donc, ça rejoint ce qu'on disait au début, tu vois, il y a est-ce que, même si Apple est meilleur, est-ce qu'il va être 2 fois meilleur pour justifier, c'est un raccourci que moi, je crois pas, Et je pense qu'ils vont avoir du mal. Je crois pas. Mais alors donc soyons très concrets. Est-ce que tu penses qu'Apple va rester dans son positionnement, dans son prix, jusqu'à une vraie deuxième version du Vision Pro, peut-être avec certains raffinements en moins, l'écran devant qui disparaîtrait par exemple, qui permettrait de baisser les prix? Ça va être dur de tenir là quand même.
Ça va être dur de tenir, d'autant plus que je pense que l'écran externe coûte une blinde. Bah oui. Pour un effet assez faiblard, et puis finalement qui a pas l'air de servir à grand chose, quoi. Tu vois, là encore, hein, je le cite à chaque fois, mais parce que c'est lui le professionnel de la chose. Il faudrait demander à Florent, mais est-ce que c'est vraiment important pour les gens d'avoir cet écran qui montre les yeux de manière un peu bizarre? En fait, tu mets un casque, tout le monde s'attend à ce que du coup tu sois enfermé dans le casque. Tu vois, oui. c'est pas... Et je pense que on en est encore, et pour plusieurs années, à si quelqu'un rentre dans la pièce et que tu portes ton masque, ben tu fais comme les lunettes, tu les mets sur le front pour parler à quelqu'un, puis ensuite tu t'en vas, quoi. Donc je pense qu'ils ont même du mal en termes de composants à baisser le prix autant sans enlever l'écran externe. Ouais. Donc ouais, ça me semble évident. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va sans doute passer un certain nombre de mois avec ces deux masques en concurrence frontale. Voilà, avec leur petite différence, pas énorme, hein, je trouve, petite différence. L'avantage quand même côté du masque de Samsung Google, au-delà d'Android XR, dont on sait pas encore grand-chose, on l'a pas vraiment vu, mais qui a quand même l'intégration de Gemini qui est très poussée, donc l'intelligence artificielle, elle est vraiment... Ils l'ont présenté d'ailleurs comme ça, hein, pas comme un casque de réalité étendue, mais comme un casque d'intelligence artificielle. C'est intéressant comme discours et comme positionnement. Là-dessus, c'est même pas qu'ils ont une longueur d'avance, c'est qu'ils en ont 10. Donc voilà, c'est intéressant. Je pense que ça va vraiment aiguiller Apple. En tout cas, enfin, ils peuvent pas jouer la montre et se dire, bon, on a le temps, on vient de sortir la version M5, voilà. Il y a le feu là. Il y a le feu. Deux, trois petites choses. D'abord, globalement, on n'est pas encore sûr de quel marché on parle. C'est la question d'ailleurs de Christophe. Hein, voilà, dans le chat. Est-ce qu'il y a un marché pour ce type de masque ? Il pose la question. On ne sait pas encore exactement ce qu'il y a comme marché. Là, je ferai un parallèle, alors pas au niveau du prix, mais avec l'Apple Watch. Lorsque la version, ce qu'on appelle maintenant la version 0 est sortie, ça me fait toujours rire de dire cette phrase-là, mais je pense que c'est vrai. Même Apple savait pas à quoi ça servait au début. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc ça se cherche un peu. Le marché a le temps de se développer, donc on verra bien. Et peut-être que justement avoir de la concurrence qui aiguillonne un peu, l'aiguillonnage permettra d'aiguiller, quoi, pour voir un peu dans quel sens on va. $1 800, ça reste une somme, hein, on est d'accord, mais on est sur le prix d'un smartphone pliant. Donc quelque part, après c'est une question peut-être d'arbitrage. C'est plus cher qu'une console de jeu évidemment, mais bon, on arrive dans des eaux qui sont déjà des eaux. On est sur du semi-pro, de l'amateur vraiment. Oui, l'amateur éclairé / fortuné qui a envie de se faire plaisir. Mais 2 fois moins fortuné qu'avant. Oui. Donc, et je pense que ça veut pas dire que le marché est 2 fois plus grand, mais plutôt 3, 4, 5, justement, parce que je pense que c'est pas proportionnel, justement. Plus avec les potentiels promos qu'on va voir, etc. Et pour ce qui est de Gemini, tu évoquais ça a un côté, alors, c'est un peu contradictoire d'un certain point de vue. Il y a un suivi de la pupille, je crois, dans le casque Galaxy XR. Ouais. Identification de l'iris. Voilà. Et donc, qui lui permet, donc, tu regardes quelque chose et donc tu t'adresses à Gemini pour dire fais ci, fais ça, et qui va s'adapter en fonction de ce que tu regardes. Ce qui est l'équivalent de intelligence artificielle du pincement de doigts. Tu peux, voilà, c'est ce que tu fais avec le Vision Pro. Il y a certains qui se disent, mais enfin, si du coup, il y a peut-être une contradiction entre le fait d'avoir une IA à qui tu peux demander des trucs, donc t'as peut-être pas besoin de regarder, puisque l'IA peut le faire. Bon, je sais pas trop, faut voir à l'usage. Et puis du coup, une petite anecdote, parce que ça m'est arrivé ce matin, sur le côté attention à ce que disent et font les agents conversationnels comme Gemini, et même donc Gemini. Ce matin, j'ai demandé à Gemini la liste des Mac compatibles avec macOS 26 et il m'a soutenu mordicus que macOS 26 n'existait pas. Et quand je lui ai mis la
la capture d'écran à propos de ce Mac, de mon Mac, où il y a marqué macOS 26.0.1, il m'a répondu que c'était une fausse capture maquillée. C'est beau quand même. Bien. Voilà. Donc là, il y a des progrès à faire quand même. Eh ben moi, ça me fait penser à l'histoire de cette américaine. Je sais pas si tu as entendu cette histoire. Originaire du Texas, qui voulait changer de vie. Elle a demandé à ChatGPT à quel endroit elle pouvait vivre de manière cool, une ville avec des marchés, des commerçants, où il fait beau. Et ben, elle s'est installée à Uzès. Parce que ChatGPT lui a dit que c'était à Uzès qu'il fallait aller. Qui a trouvé une liste les villes où il fait bon vivre quelque part ChatGPT lui a proposé 2 villes dans le Gard. D'accord. Moi je dis bon, moi c'est une ville qui existe, pas comme toi. Oui, non, mais effectivement. Mais je pense que là c'est comme on dit, tu sais, le bureau du tourisme qui a bien marché en Gard, dans le Gard, qui a bien diffusé sa pub sur le fait que je peux dire qu'ils sont contents chez Uzès. C'est sur CNN depuis 3 jours l'histoire de cette américaine. Ils sont très très contents. Excellent. L'office du tourisme est ravi. Voilà, office du tourisme, c'est ça que je cherchais comme mot. Excellent. Eh ben je les félicite. Bon, dernier mot sur le casque masque. Moi, je dis toujours masque plutôt que casque, d'ailleurs. Samsung Google. Il est disponible depuis la semaine dernière, mais uniquement en Corée et aux États-Unis. Son arrivée en Europe et en France, on parle du premier semestre de l'année prochaine. Donc, il faut attendre encore, grosso modo, 6 mois pour pouvoir éventuellement l'acheter dans nos contrées. Fabrice, si tu veux bien, avant d'attaquer ce qui est l'événement de la semaine, un événement à plusieurs facettes, Apple fait face à plusieurs procédures judiciaires en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, avec une condamnation en France qui date d'il y a 3 semaines, on l'a appris seulement il y a 2 jours, on va y revenir. Avant ça, cette dernière minute, ouais. Les versions 26 points, elles sont quasiment là, parce que les versions release candidate ont été livrées par Apple il y a une poignée d'heures seulement. Oui, absolument. Donc 26 points RC. Alors j'ai installé ça sur un MacBook Air M1. Ça fonctionne toujours très bien. Qui j'espère c'est pour une fois le MacBook Air M1 m'a semblé un peu lent avec la 2601, enfin la 26.0. Donc je pense que c'était la démonstration que une fois de plus, comme ça arrive de temps en temps, quel que soit le système, la 0, c'était encore une bêta. En fait, il restait encore quelques petites choses à corriger. Mais donc avec donc dans cette 26.1 la fonction tant attendue par moi mais peut-être pas seulement il y a une option donc qui s'appelle teinter pour changer un petit peu l'option de transparence de liquide glace. Donc là, ce n'est pas dans les options d'accessibilité qu'on trouve dans macOS ou dans iOS. Pour l'instant, je parle de macOS, c'est le seul que j'ai sous les yeux, mais il y a la même chose dans iOS et iPadOS. Donc dans macOS, c'est dans apparence, dans iOS, iPadOS, c'est dans affichage et luminosité, où on peut choisir soit de laisser transparent, soit le mode un peu teinté, c'est-à-dire que ce qui est transparent l'est un peu moins, voilà. Alors c'est pas flagrant de ce que j'ai vu. C'est-à-dire par exemple j'ai voulu je me suis dit tiens, je vais faire des captures pour essayer de les montrer à l'écran sur par exemple le centre de contrôle sur Mac pour voir la différence. En fait le centre de contrôle, il n'y a pas de différence. J'en ai pas vu à l'œil, il y en a pas. Donc voilà, c'est tout pareil, mais bon, il est relativement lisible. Non, ça joue par exemple dans les boutons ou les zones de saisie qu'il y a dans les applications, dans Apple Music ou dans Apple TV+, où quand il y a vraiment un très fort effet de loop sous les boutons, tu sais, quand on fait défiler du contenu sous les boutons ou sous ces zones de saisie, qui rend parfois la zone de saisie très difficilement lisible. Et là, ça devient quand même visiblement plus opaque.
Il y a toujours un petit effet liquide glace, un peu loop, etc. Mais du coup, c'est très atténué et ça va mieux, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est une option que je vais garder activée sur toutes les machines sur lesquelles j'aurais installé ça. Voilà. Bon, quoi d'autre, Fabrice, dans cette release candidate de la 26.1? Alors bon, donc on a bien compris, hein, j'ai pas pu vraiment tester ça encore en profondeur, je viens juste de l'installer. Ce qu'on peut espérer, donc, c'est que ce soit un peu plus réactif, ce que j'espère sur mon MacBook Air M1, donc comme je disais tout à l'heure. Et puis il semble qu'il y ait des petites choses comme un nouveau codec peut-être dans FaceTime qui améliorerait encore un peu la qualité. Alors, je sais pas trop. Tant mieux s'ils améliorent la qualité. Moi, j'ai toujours trouvé FaceTime vraiment toujours très bon, en tête de la qualité avec Zoom en termes de visioconférence. Et puis, alors des petits trucs. Alors ça, c'est des petits détails. L'icône du Macintosh HD, du disque dur qui est sur le bureau quand on l'affiche, n'affiche plus un disque dur, mais affiche un SSD maintenant. Voilà, signe des temps. Alors il est temps en même temps, voilà, ça me paraît normal. Il y a un petit halo de couleur sur l'icône de l'appli TV. Bon, ça c'est la suite de changement de nom que tu avais évoqué avec Thibaut. Donc Apple TV Plus n'existe plus, c'est Apple TV tout court pour le service en ligne, et puis avec un petit halo coloré. Et on retrouve en fait ce halo coloré sur l'icône d'Apple TV, de l'appli TV. Et puis, est-ce que je souhaite, alors il y a deux trucs que je souhaite en fait. C'est que depuis que j'ai installé macOS 26 sur mon Mac principal, il y a normalement une application téléphone. Ça fait des années, moi, que je réponds au téléphone via mon Mac parce que il y a la continuité et en fait, ça passait par FaceTime. Ça marchait très bien. Ouais. Depuis qu'il y a l'application téléphone aussi sur le Mac, ça marche plus. Et donc, j'espère qu'avec la 26.1, quand j'aurai installé sur mon Mac principal, je pourrai de nouveau répondre au téléphone parce que ça me manque beaucoup. Voilà. Et puis, il y a un petit truc aussi. Je sais pas si dans le chat, des gens ont vu ça dans macOS 26. Il y a un petit souci de temps en temps, et ça a l'air de dépendre des machines, de tremblement du fond coloré un peu violet dans l'application Contact. Wow. Voilà, c'est un bug qui a fait dire à certains, zut, ça y est, mon écran est en train de rendre l'âme parce que il y a un petit tremblement d'image, et en fait ça a l'air d'être lié à l'application Contact, et j'ai ce bug moi sur le mien. Je l'ai pas revu sur mon MacBook Air, mais je l'ai testé en 2 minutes, donc je ne sais pas. Donc j'espère que ça, ce sera corrigé, en plus du reste, c'est-à-dire l'amélioration des performances et le fait que c'est maintenant vraiment plus une bêta. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à attendre. C'est quoi le délai entre la release candidate et la version finale? C'est une semaine en général? Alors c'est une semaine, sauf s'ils font une RC2, parce que justement il y a encore un petit bug ou deux à aplanir et que c'est pas tout à fait prêt, quoi. Ouais. Bon, puisqu'on est dans les dernières minutes, c'est Maxime qui vient de nous prévenir. Alors Microsoft Azure est down, comme dit Maxime dans le chat. Microsoft Azure, c'est l'un des 3 grands services de cloud dans le monde. Oui. Vous avez AWS, vous avez Google et vous avez Azure. Et effectivement, sur la page de statut temps réel de Microsoft Azure, il y a un message critique qui explique que depuis 17h heure française, effectivement, Azure en fait a les mêmes problèmes que ce qu'on a connu il y a 10 jours avec AWS, qui a impacté des milliers de clients, et puis des gros, de WhatsApp à Apple Music, en passant par... Enfin, ça a été énorme, l'évaluation des dommages et du préjudice est encore en cours. Ça avait duré plus d'une 15aine d'heures. Et là, c'est Azure, donc l'un des 2 concurrents d'AWS qui est touché par une panne critique. Ça fait donc 2h15 que ça dure. Merci de nous avoir alertés. C'est peut-être pas notre faute, donc, tu vois.
Ou alors c'est lié. On vous a dit, on n'a rien touché. Merci Maxime de nous avoir alerté. Ouais, c'est vrai que ça concerne pas le monde Apple en général, mais ça peut concerner beaucoup de services qu'on utilise et qui vont avoir cessé de fonctionner depuis environ 2 heures. Si vous constatez des bugs ou des réactions anormales de certains services, c'est peut-être lié à cette panne donc chez Azure, le cloud de Microsoft. On va continuer notre programme, Fabrice, en s'arrêtant sur 3 pays dans lesquels Apple fait face à une décision de justice. On va commencer par la France. Apple a été condamné le 10 octobre par ce qu'on appelait avant le tribunal de commerce à un peu plus de 48 millions d'euros d'amende et d'indemnités au profit de 3 des 4 opérateurs français, sauf Orange, pour une affaire qui remonte à l'iPhone 5S et au 5C. Donc 12 ans plus tard, c'est quand même fou. Et alors c'est pas lié à la lenteur de la justice française, puisque le tribunal dit clairement que Apple a tout fait pour empêcher le procès, puis le retarder. Ouais, alors ça c'est complètement dingue. Alors pour avoir les détails, moi je vais renvoyer nos chers auditeurs à ton podcast les Voix de la Tech, parce que t'en as fait une dépêche il y a 2-3 jours, lundi, je crois que c'est celle de lundi, pour expliquer ça en détail, pour tout comprendre. Mais effectivement, et c'est pour ça qu'on a voulu le lier aux autres affaires de tribunal d'Apple, parce que la méthode d'Apple est toujours la même, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils se mettent contre, ils se regroupent, ils font mur et ils disent non, on n'a pas tort, et ils font appel sur appel. Et d'après ce que tu racontais notamment, ils ont vraiment fait une méthode, des procédures en pagaille, toujours pour provoquer des erreurs, pour ne pas répondre, enfin, c'est complètement dingue quand même leur méthode là. Alors, Apple pouvait faire appel évidemment de la condamnation, 48,7 millions d'euros à payer. Apple a donc fait appel en disant nous contestons cette décision qui concerne une affaire remontant à plus de 10 ans. Ça qui est drôle, parce que c'est Apple qui a tout fait pour faire traîner les choses. Et maintenant, ils viennent faire appel en disant que l'affaire, en gros, l'affaire est prescrite, quoi. Allez, les gars, quoi, ça fait longtemps, voilà. C'est bon, là. Voilà. Voilà. Je trouve que c'est quand même un peu fort de café. Alors, d'autant plus que, et alors, Gilles nous a filé quelques infos parce qu'il se souvenait de quelques trucs. Cette affaire a aussi des racines qui remontent encore à plus loin. C'est-à-dire que les relations entre Orange et Apple remontent à quelque chose comme 2005-2006, avant la sortie de l'iPhone. Où, m'a-t-il rappelé, il y a eu des accords entre Orange et Apple pour vendre des iBooks. Ah oui. Voilà, pour vendre des iBooks avec des abonnements ADSL. Mais attends, mais il y a aussi eu un modem Apple France Télécom. Ah ça, je me souviens plus. Ça, tu te souviens pas ? Il y a eu alors, je m'en souviens, je l'ai eu à un moment. Ouais. Ça marchait très mal, mais c'était quand même assez... Non, mais ça marchait très mal, mais c'était quand même assez innovant à l'époque. Et c'était un produit qui était purement français, qui était le fruit d'une collaboration entre Apple et France Télécom, donc l'ancien nom d'Orange. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans le procès et dans la condamnation en France, Fabrice, je trouve, c'est quand même les explications du tribunal sur les raisons qui l'ont poussé à prononcer la condamnation. Il y a 9 clauses qui ont été considérées comme illégales et abusives dans les contrats de l'époque. À mon avis, les contrats ont duré sous cette forme-là, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, à peu de choses près. Donc, c'est peut-être pas le dernier des procès du genre en France, du coup. Il y avait 2 points essentiels. Le premier point, c'était que Apple exigeait que les opérateurs, en fait, fassent la pub de l'iPhone. Et il devait s'engager à dépenser X millions d'euros en marketing pour faire la promo de l'iPhone.
l'iPhone 5S et 5C à l'époque. Et vous vous souvenez de ces pubs pour l'iPhone qui se terminaient par le petit logo de l'opérateur. Alors ça changeait d'un spot à l'autre. Un coup c'était SFR, un coup c'était Orange, un coup c'était Free, etc. Ces pubs, elles existent toujours aujourd'hui, non? Alors oui, elles existent toujours, mais est-ce qu'elles sont réalisées de la même façon? Est-ce que les échanges financiers sont les mêmes, etc. Et puis alors, pour lier à un commentaire de Didier dans le chat, est-ce que c'est seulement la méthode d'Apple? Alors c'était pas exactement au même moment de la conversation, mais j'ai envie juste de vous chanter quatre notes. Toun, 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 toun. C'est la méthode d'Intel. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que ce petit truc sonore, c'était une pub pour des PC et c'était payé enfin Intel donnait. Il y avait un échange financier entre les fabricants de PC et Intel parce que comme c'était les puces Intel et comme ça on faisait de la pub ensemble. Quoi. Bien sûr. Donc il y a. Oui, t'as raison. Voilà. Donc effectivement, il n'y a pas qu'Apple qui fait ça. Et tout ça prend des racines dans le fait que au lancement de l'iPhone en France, on se rappelle, c'était Orange uniquement qui a bataillé pour avoir l'exclusivité pendant 2 ans. Oh non. Mais il voulait 2 ans. Ils ont été attaqués assez vite par les autres qui ont dit qu'est-ce que c'est ce bazar? Parce que d'après ce que me racontait Gilles, Bouygues Télécom notamment a perdu plein de clients qui sont allés bah non moi à l'époque je suis passé de Bouygues à Orange pour passer en plus à un forfait qui était très cher. C'était très cher à l'époque et c'est très cher aujourd'hui. C'était 50 € quoi. Bah oui. Voilà, pour avoir le droit d'avoir en plus un smartphone super lent parce qu'il était en 2,5G, il était même pas encore en 3G, etc. Donc il y a eu c'était une période assez bizarre où Apple menait tout à la baguette. Hein, mais... Ouais, mais c'est bien le problème, c'est que c'était tellement vital pour les opérateurs de proposer l'iPhone à leurs clients que Apple leur a fait accepter à peu près n'importe quoi, notamment sur les volumes de commandes. Sur 3 ans, Orange avait accepté quand même de commander 5 350 000 iPhones, SFR 4 millions, Free 350 000. Et au final, donc 4 opérateurs, il y en a 3 qui touchent des indemnités si le jugement se confirme. Pas Orange, parce que le tribunal a estimé qu'Orange, je cite, a engagé sa responsabilité dans la situation qu'elle déplore et a concouru au préjudice qu'elle allègue. Donc en gros, on dit Apple et Orange se sont entendus dans leur coin et que ils ont déjà suffisamment gagné de pognon, on va pas leur en donner plus. Mais ça veut dire qu'Apple a abusé, mais que les opérateurs ont pas non plus été complètement clean, et aussi en acceptant une pratique qui a duré sans doute un paquet d'années. Moi, je pense que les contrats sont pas si différents. J'en sais rien, je ne veux pas avancer, mais je suis pas sûr que les contrats soient fondamentalement différents aujourd'hui. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Apple a tout fait pour que le procès soit aille pas à son terme. Donc là, évidemment, ils font appel. Juste si jamais le jugement se confirme, sur les 48,7 millions d'euros, il y en a 16 au titre des indemnités qui iront à Bouygues Télécom, 15 à Free et 7,7 à SFR. Qui, pour Apple, c'est rien. Va pas être suffisant pour sauver SFR, cela dit, entre parenthèses. Non, c'est sûr. Pour Apple, voilà, c'est rien. Après, c'est rien. Non, c'est jamais rien, mais... C'est jamais rien, mais ils se battent pied à pied pour... alors, on va pas dire pour le moindre centime, mais au moins pour le moindre million, ce qui correspond au centime pour Apple. C'est toujours comme ça, et c'est le cas pour les autres affaires qu'on va évoquer juste après. Je vais revenir sur un des commentaires de Christophe dans le chat qui dit mais c'est la loi du marché, non, point d'interrogation. C'est une bonne question, je trouve. Mais dans nos contrées, il me semble que la loi du marché, c'est la concurrence libre et non faussée. Et donc c'est ça qu'on juge. Et quand il y a suspicion, il y a donc tribunal, et puis c'est le tribunal qui tranche. C'est donc quand même justement la loi qui doit trancher.
Et c'est ça qui se passe quand même. Donc, est-ce que le tribunal a donc considéré qu'il n'y avait pas concurrence libre et non faussée quand il y avait des accords d'exclusivité qui mettaient visiblement à mal la concurrence, justement. Ouais. Bon, après, il y a un truc qui est sûr, c'est que chez Apple, ils sont bons en égo, quand même. Bah, ils ont un poids de malade, quoi. Voilà. Évidemment. Alors, deuxième revers pour Apple en justice, cette fois, c'est au Royaume-Uni, Fabrice. Et là, il est question de l'App Store et de sa position dominante. Voilà, donc là, c'est le tribunal qui a conclu qu'Apple avait abusé de sa position dominante au niveau de l'App Store en imposant la commission jugée donc non justifiée et trop élevée aux développeurs, cette fameuse commission de 30%. Je trouve que c'est un jugement qui est intéressant à plus d'un titre. Le premier, c'est que on rappelle que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne et que donc ce n'est pas uniquement la Commission européenne qui vient chercher des noises à Apple parce que on dit parfois que la Commission européenne s'occupe de choses un peu trop précises et un peu trop pointues et va chercher des noises à tout le monde tout le temps, pardon. Visiblement il n'y a pas que ça. Voilà, même au Royaume-Uni. Alors, je sais pas trop, peut-être que j'ai pas regardé en détail, mais que l'action a sûrement commencé avant le Brexit, c'est possible. Mais en tout cas, elle s'est pas arrêtée avec. Et puis, on a déjà évoqué ici, on connaît mon avis sur le sujet, que la commission d'Apple de 30%, elle a été justifiée. Je considère qu'elle ne l'est plus parce que le marché évolue justement pour des histoires de concurrence notamment. Et que on voit que Apple reste droit dans ses bottes, et c'est ça qui me frappe beaucoup et que j'ai déjà dit ici plein de fois, c'est que Apple ne veut pas changer. Apple ne change que si elle est sous la contrainte, sous une contrainte violente, quoi. Voilà. Et le truc qui me frappe aussi, c'est que on a déjà évoqué ici John Gruber, qui est un nom dans le monde d'Apple, qui est plutôt considéré comme un fan d'Apple, on va dire, voilà, qui ces derniers temps justement a fait montre d'un esprit plus critique envers Apple sur plusieurs sujets, et dont celui-là lui-même considère que Apple est trop rigide dans l'application de ses commissions et de sa façon de gérer l'App Store d'une main de fer, quoi. Et pourtant, ils ont instauré une commission divisée par deux pour les petits éditeurs. On peut pas dire qu'à 15% ce soit abusé, franchement. Non. Alors ici, il y a 15% pour les petits, il y a 15% faire moins d'1 million d'euros. Et puis quand t'as un abonnement et que si t'as des abonnements et que les gens se réabonnent au bout d'un an, enfin au-delà d'un an d'abonnement, tu passes à 15%. Ils ont fait quelques pas, mais c'est toujours semble-t-il, c'est pas suffisant en tout cas pour apaiser les gens. Ils font des petits pas, toujours tout petits, en disant pour ensuite en faire des tonnes. En disant regardez, on a déjà fait un effort. Et c'est quand même pas suffisant. Visiblement, les gens en veulent un peu plus. Et puis peut-être que pour cette action-là, ils ont fait appel aussi. Peut-être qu'ils vont justement pouvoir dire, bah écoutez, on a déjà fait depuis ça, parce que ils ont attaqué avant qu'ils baissent. On a déjà fait un effort, ça suffit peut-être. Voilà. Ouais, effectivement, les faits remontent à 2015 jusqu'à la fin 2020. Donc on est avant le Brexit, hein, effectivement. Voilà, donc à l'époque, le Royaume-Uni était encore partie de l'Europe. Ouais. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors donc, condamnation, on n'a pas encore les montants des indemnités, dommages, etc. Ça, ce sera dans un mois, mais on parle de centaines de millions de livres sterling. Ouais. Ce sera sans doute plus cher que ce qu'Apple doit aux opérateurs en France. Oui, probablement beaucoup plus, oui. Ouais, mais donc ça va encore traîner, on est bien d'accord. Oui, ça traîne, mais ça avance quand même chez nos voisins. Mais oui. Bon, il y a quand même un motif de satisfaction pour Apple, et là, c'est aux États-Unis, Fabrice. Oui, alors donc là, c'est un juge qui a décertifié une class action, une action de groupe, on dit en français,
contre Apple, l'action collective, voilà, c'est ça, qui était en antitrust, en position de monopole, etc. En gros, le juge a dit bon que ceux qui se plaignaient les plaignants avaient pas réussi à démontrer que qu'on avait fait du mal à nos consommateurs, à nos clients, et que donc voilà. Et donc et après on a j'ai pas traduit, j'aurais dû le faire, mais les gens de 9 to 5 Mac ont eu un représentant d'Apple au téléphone, imagine, enfin ils ont reçu un truc disant on est content que la cour a reconnu que les plaignants n'avaient pas démontré que on avait fait du mal, donc il n'y a plus d'action de collective, et nous continuons à investir de manière significative dans l'App Store pour en faire un endroit sécurisé et de confiance pour nos utilisateurs, pour découvrir de nouvelles applications et créer de belles opportunités de business pour nos développeurs. Et donc c'est le business as usual, puisqu'on nous condamne pas, on continue, on est les plus beaux, on est les plus forts. Et regardez, faites-nous confiance, quoi. Moi, de temps en temps, plus on avance, plus quand même je trouve que je pense très souvent au serpent de Mowgli du livre de la jungle. Quand voilà, aie confiance, tu vois, c'est dormez, quoi. Alors je passe souvent, je pense ici pour le vilain petit canard qui se plaint d'Apple tout le temps. En fait, ce qui m'ennuie, c'est un peu qui aime bien châtie bien. J'ai pas envie de quitter Apple. J'ai essayé d'être plus Android et machin, etc. Mais l'environnement Apple me plaît, ça marche bien ensemble, etc. J'ai envie que ça continue. Mais je crains en fait que Apple n'ait pas la bonne méthode pour que ça continue le plus longtemps possible. S'il lâchait juste un peu de lest, les gens en face seraient contents, ça suffirait. Plutôt que là, ils se braquent. Donc ils vont au combat tout le temps plutôt que de lâcher un peu de lest. Et en fait, ça m'attriste et ça me fait peur. Et j'ai peur qu'ils cassent mon jouet que j'aime tant, justement. Ouais. Je suis d'accord. En tout cas, c'est une semaine, très mitigée pour Apple parce que le procès américain, c'est pas forcément le plus gros des trois. Hein. Apple a beaucoup à perdre au Royaume-Uni, ils ont quand même pas mal à perdre en France aussi. Et puis, si ça fait jurisprudence et qu'on réouvre les contrats entre 2012 et aujourd'hui, à mon avis, il y a d'autres années à problème. Hein. Donc là, si on multiplie par le nombre par 13, ça commence à faire, ça commencera à faire un peu d'argent, c'est sûr. Bon, je te propose, Fabrice, qu'on passe aux rumeurs de la semaine, parce qu'on a trois gros sujets grâce à notre ami Mark Gurman qui se projette en ce moment sur les mois à venir. Est-ce qu'on commencerait pas par cette refonte dans l'air des MacBook Air, iPad Air et iPad Mini? Et alors, qui nous ferait quoi? Parce que je suis pas sûr d'être super au courant, mais en gros, je pense qu'il y a le premier truc, c'est que c'est le passage à l'OLED pour tous ces appareils, qui est pas une mince affaire, hein, parce que les écrans OLED c'est plus cher, c'est vachement plus mieux, on est d'accord, mais on sait que il y a toujours pas ça sur les MacBook Air et même les MacBook Pro sont pas en OLED, hein, ils sont toujours en mini LED. Ouais. Ça veut dire que le LED se généraliserait finalement parce que. Ouais. J'ai pas vu pour les MacBook Pro encore dans la liste, je me rappelle plus. Aujourd'hui, en fait, le meilleur écran se trouve sur l'iPad Pro. Ouais. C'est ça qui est rigolo. En OLED qui est en plus en double couche, je me rappelle plus comment ils appellent la technologie là pour qu'il y ait plus de contraste et plus de luminosité. Bah, si vous l'avez encore en tête dans le chat, dites-nous. Je vois. Mais je ne me souviens plus du nom exact. Bon, je sais pas si tu as déjà eu un des derniers iPad Pro qui soit M4 ou le dernier M5. J'avoue, non. L'écran, il est monumental, en fait, c'est vrai. Et moi, ça m'avait frappé. J'étais allé le voir en magasin et ça faisait mal parce que à côté, il y avait aussi le nouvel iPad Air de même génération qui a encore un écran LCD. Et d'un seul coup, tu vois bien que les noirs sont gris, en fait. Ouais.
Et donc, quand t'as les deux côte à côte, Ah bah oui, tu te dis, mince, j'ai mon iPad Air, mais c'est moche. c'est sûr. Et ça fait quand même très mal. Mais Faut pas les voilà. comparer, faut les utiliser Ah non, faut pas. séparément, Non. voilà. Faut pas. C'est comme Séparément, ils sont le, bien. Côte à côte, ça fait mal. Ouais. le tandem OLED, nous dit Phoenix. Ouais. Merci. Voilà. Exactement. Ça, c'est bon, c'est un peu comme aussi l'écran ProMotion, donc à 120 Hz. Quand on a deux iPhones à côté, il y en a un en 60 et l'autre en 120, on voit la différence. On va parler rapidement tout à l'heure de l'iPhone Air. J'ai envie de dire que même après, quand on a plus l'écran 60 Hz à côté, on le voit quand même. Moi, ça fait partie des choses que je trouve formidable. Alors donc voilà, donc ce serait, pour en revenir, cette refonte majeure, il y aura les écrans OLED. Et puis alors, il y aurait un iPad mini qui serait waterproof. Ouais. Alors, c'est l'iPad pour la piscine. C'est ça en fait. C'est pour. Écoute, ouais. Mais alors, un iPad mini waterproof avec un écran OLED et un processeur A19 Pro, ce ça serait va quand même coûter pas combien mal. de millions d'euros? Bah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ce serait peut-être le prochain à sortir d'ailleurs. Oui, parce que l'iPad mini, il a toujours des dates de mise à jour un peu plus lentes. Ouais. Donc voilà, il pourrait être parmi les premiers. En plus, tout simplement aussi peut-être parce que les écrans OLED, plus c'est grand, plus c'est difficile à faire. Alors le contre-exemple, c'est donc l'iPad Pro, mais qui a un prix aussi qui va avec. Donc finalement, on comprend pourquoi c'est sorti. D'ailleurs, pour l'anecdote, est-ce que tu te souviens du prix de sortie du premier iPad Pro en dollars? Sachant qu'aujourd'hui, ça coûte, je sais plus, 1200. Je vais regarder tout de suite. Je dirais 800. Ouais, $799 pour l'iPad pas Pro. mal. Ouais, bien joué. Au pif, Sachant hein. que ouais, non mais le premier iPad Pro aujourd'hui, il commence à 999, donc $200 de plus Ouais. pour le 11 pouces. C'est pas les mêmes technos, etc., mais Non, mais quand même, l'iPad mini, Fabrice, en passant du 7 au 8, on quitterait un écran LCD 60 Hz pour arriver sur du OLED potentiellement, j'ose pas dire 120 Hz, mais alors tu sais, quand on n'avait pas encore les iPhone 17, on se disait quand même, il y a un moment, Apple va arrêter de faire des iPhones à 60 Hz parce que, puis moi je l'ai dit ici plusieurs fois, il y a des Android à 300 € qui ont des écrans à 120 Hz, etc., etc. Mais on s'était dit, bon, Apple étant Apple, peut-être qu'ils vont nous faire l'iPhone tout court à 90 Hz et puis pour garder le ProMotion à 120 Hz pour les pros. Et puis finalement, non. T'as du 120 Hz ProMotion sur toute la gamme, y compris sur l'iPhone Air. Donc, ce serait bizarre que du coup l'iPad soit pas à 120 Hz aussi. Alors et après, ça veut dire que là encore, c'est ce qu'on se dit aussi cette année pour les iPhones. L'iPhone 17 a presque tout d'un pro. Est-ce que ce serait pareil pour l'iPad mini, puis ensuite l'iPad Air? Comment faire pour en faire un effet de gamme? Sur l'iPhone 17 Pro, quand même, c'est assez facile parce qu'il y a les 3 objectifs, il y a ceci, cela. Mais aujourd'hui, la différenciation sur l'iPad se fait aussi là-dessus. Il est plus épais, l'iPad Air. Il a un écran LCD. Il est un peu moins puissant, mais pas tant que ça parce qu'il a une puce M quand même, etc. Donc, si les écrans sont quasiment identiques, alors peut-être que ce sera une seule couche d'OLED pour l'iPad Air et le fameux tandem à 2 couches pour les iPad Pro, par exemple. Mais on commence du coup à rentrer dans des détails, ce que je dis tout le temps, hein, c'est-à-dire que où l'entrée de gamme devient, dans tous les domaines, que ce soit l'iPhone, le Mac ou l'iPad, suffisant pour 98% des gens. Et du coup, je vais reprendre une phrase de l'ami Grégory, qui nous écoute souvent, qui m'a dit il va falloir peut-être quand même
trouvent une nouvelle façon de vendre leur truc, parce que quand il y a une différenciation aussi faible, ou en tout cas que tu fais potentiellement une marge un peu moins élevée sur les produits d'entrée de gamme, et c'est ceux-là que tu vends parce que les autres, ça devient une utilisation pro, mais vraiment, vraiment pointue, ça reste peut-être difficile pour gérer des stocks, enfin, je sais pas exactement. Donc, potentiellement OLED sur iPad mini, 8, iPad Air. Bah, ce serait bizarre que ça n'arrive pas sur l'iPad Air, oui, quand même. Ouais, nous sommes d'accord. Mark Gurman parle aussi du MacBook Air. Ouais. Pas tout de suite, mais je pense pas avant l'année prochaine, et peut-être même plutôt 2027, ouais, quand même. En tout cas, d'ici là, il y aura sans doute le passage à l'OLED sur les MacBook Pro. Tu penses que ce serait pour les MacBook Pro M5 qui restent à annoncer, ou ça attendrait la génération? Non, je pense que ce serait plutôt le M6. Peut-être qu'il y aura un petit redesign aussi. On en parle de plus en plus, hein. Voilà, qui est avec. Ouais, redesign, ouais. Avec peut-être un écran tactile. Ça ferait. Tu sais, pour faire se retourner Steve Jobs dans sa tombe. C'est ça. Bon, puisque tu parlais de l'iPad Pro, Fabrice, il pourrait récupérer une innovation qui est arrivée chez Apple, en tout cas avec les nouveaux iPhones. C'est ce système de refroidissement à base de chambre à vapeur. Voilà, alors ça, ce serait une autre façon de différencier aussi l'iPad Pro par rapport à l'iPad Air qui n'en serait pas muni. Donc, ce qui permettrait de profiter de toute la puissance du processeur, comme c'est le cas donc avec le 17 Pro, parce que du coup, ça chauffe moins. Donc, quand tu as des tâches qui tournent de conversion vidéo en permanence ou tu l'as sur tes genoux, t'es content. Voilà, exactement. Donc, ça permet au système de bénéficier de toute la puissance du processeur pendant plus longtemps, sans avoir besoin de baisser un peu la fréquence pour éviter que ça chauffe. Là encore, cela dit, hein, c'est vraiment du coup pour des usages ultra pointus, quoi. Ouais. Alors, là, je comprends moins le timing, parce que il est question que ces iPad Pro arrivent cet automne, mais Gurman parle du printemps 2027. Pour l'arrivée de la chambre à vapeur dans l'iPad Pro. Alors j'avoue, on vient d'avoir un nouvel iPad Pro M5 qui vient de sortir, donc c'est effectivement c'est dans 18 mois pour le M6. Ah oui. Donc je vois pas. Ce serait pour le printemps 2027 là, a priori, d'après ce qu'il dit. Ah oui, 27, pardon, je me suis trompé. 2027. Oui, c'est moi. 2027. C'est moi. Je me voyais déjà encore en 2025 en fait. Je me voyais déjà fin 2026. Oui, c'est ça. Ah non, donc, voilà. C'est ça. Bon. Donc on serait sur la prochaine génération M6 qui serait pour le printemps 2027. M6 2027, etc. On se prend les pieds. Oui, c'est comme ça. Et puis iPadOS 26 encore, et etc. Tu veux que je t'en rajoute des couches? Bon, puis la troisième rumeur, alors celle-là, elle est assez consistante aussi. Hein, c'est un projet qu'Apple aurait depuis un moment. C'est de faire arriver la pub dans Apple Maps, donc dans Plan. Ouais. Et donc, ça veut dire cesser de répertorier les lieux parce qu'ils existent, mais corréler ça à un paiement. Si on est commerçant et qu'on veut figurer dans Plan, il va falloir payer, en fait. Ce serait ça l'idée, quoi. Mais en tout cas, il y aurait des communications, donc des pubs, comme dans l'App Store aujourd'hui. Il y a de la pub dans l'App Store. Hein. Tu peux payer, quand tu es développeur, tu peux payer pour apparaître dans des résultats de recherche, par exemple, même si on cherche pas ton application, mais on cherche des mots-clés. Et donc, c'est comme la pub en ligne, tu achètes des mots-clés et tu cherches podcast et tu vas trouver toutes les applications de podcast. Et en premier, ça va être celle qui va avoir payé le plus. Bah oui. En partie. C'est comme ça que fonctionne Google Maps, notamment. Oui, alors voilà. Donc je suis quand même partagé pour dire le moins, parce que alors le diable est toujours dans les détails, c'est-à-dire faut savoir comment c'est mis en place. Mais ça m'ennuierait par exemple que on fasse t'es midi, tu cherches un restaurant et que le premier qui soit mis en avant, c'est pas celui qui a les meilleures notes, c'est pas celui qui est le plus près, c'est celui qui a payé le plus cher.
Et ça, moi, je trouve que il y a plein de choses qui me gênent là-dedans. Évidemment, c'est-à-dire d'abord les petits restaurants, ils seront même pas au courant, et donc c'est encore un truc donné plutôt aux chaînes qui ont un peu de sous pour faire de la com et qui savent comment ça marche. Ah bon, on verra les McDo, on verra les voilà. Burger King, etc. Ça, exactement. Et puis bon sang de bois. Apple a suffisamment d'argent, me semble-t-il. Je vois pas comment ils arrivent à réconcilier ça avec leur volonté de préserver notre vie privée. Parce que pour arriver à ça, il faut forcément, quand tu fais de la pub, et ça c'est un des grands soucis que j'ai avec Apple, c'est que ils parlent de la protection de notre vie privée, mais pour faire de la pub, il faut utiliser nos données personnelles pour faire des profils. Et donc, je le rappelle... Ils empêchent les autres de s'en servir. Voilà. Mais non, il faut pas utiliser les données personnelles, mais nous, on a le droit de le faire. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très gênant. Et franchement, pourquoi faire et en plus, ils ont plein d'argent, tant mieux pour eux, ils ont bien réussi. J'ai rien contre ça. À part le fait que on a aussi une sorte de contrat avec non signé visiblement avec Apple. On dit oui, on paye les produits plus chers parce que justement vous êtes là pour nous protéger un peu des misères du monde. Je force le trait. Et les misères du monde arrivent quand même. Pour moi, la pub qui s'infiltre partout, c'est une des misères du monde. Et là, on peut espérer qu'Apple continue à faire un effort pour ça. Et puis, visiblement, ils y pensent quand même à mettre de la pub là-dedans. Ouais. Alors, du coup, le seul truc que j'espère, parce que je me dis que ça va arriver, c'est que justement, ceux qui payent encore un peu plus, c'est-à-dire qui ont un abonnement Apple One, tout compris, pour avoir accès à iCloud+, à Apple News, à Apple Fitness, etc., peut-être qu'ils auraient la chance, la joie, l'avantage de pas voir les pubs parce qu'eux, ils payent déjà encore un peu plus de services. Tu vois. Certes, bon... Je crains que ce soit ça. C'est pas très réjouissant. Non. Il y a quand même un détail marrant. Tu sais qu'on est le 29 octobre, Fabrice. Oui. Le moment on enregistre, absolument. Est-ce que tu te souviens du 29 octobre 2012 ? Alors, j'aurais pas vu le lien dans le conducteur, je ne m'en serais pas du tout rappelé, évidemment. Et ce que tu as mis en exergue, et quand même, c'est drôle, quoi. C'est le jour où Scott Forstall a été viré de chez Apple après le lancement, à l'époque, qui était catastrophique d'Apple Plan, justement. Ouais. Bon, l'appli a plus rien à voir avec ce qu'elle a été en 2012. Vous vous souvenez des erreurs, des approximations, c'était pas fini. Des rues qui menaient nulle part. Voilà, c'est ça. Alors, Scott Forstall qui était le Craig Federighi de l'époque quelque part un peu. Ah, c'était l'étoile montante, franchement. Et il faisait les présentations sur scène et tout. Il ressemblait, c'était un Steve Jobs jeune. Enfin, sa voix semblait tracée. Et puis badaboum, quoi. Badaboum, ouais. Il a payé cher le lancement de Maps, alors que Maps n'était pas du tout fini. Fabrice, je te propose qu'on a gardé le meilleur pour la fin, ou presque. Tu as la chance de tester l'iPhone Air depuis combien de temps ? Une quinzaine de jours ? Ça va faire une quinzaine de jours, ouais. Ouais, absolument. Tu en as publié un test très intéressant sur comment ça marche. Et est-ce que tu veux bien nous en faire profiter ? Mais oui, absolument. Je te remercie pour ta caractérisation. Alors voilà, et une fois de plus, pour faire plaisir à Grégory, pour ceux qui n'ont pas la couleur, je le montre à l'écran, mais je décris quand même l'iPhone Air que j'ai. Alors, du coup, je crois que c'est le modèle bleu, mais je suis même pas sûr en fait. On sait que le bleu, il a des reflets bleus, mais le bleu est tellement clair, le bleu ciel, que finalement je suis même pas sûr. Et comme on sait, de toute façon, les couleurs, ça m'intéresse tellement peu que j'ai même pas regardé. Pour dire première chose, je suis très embêté avec l'iPhone Air, c'est que c'est ce que j'ai mis à un moment, je sais plus où, j'ai publié. J'adore l'utiliser, mais je peux le recommander à personne. Ouais. J'aime bien. Parce que voilà. Ça me rappelle un peu Mark Gurman. oui, alors, c'est vrai. Gurman, il avait dit, quand on l'avait interviewé, j'ai très envie je suis très impatient de le tenir en main et de pas l'acheter. C'est ça. Ouais. Voilà.
C'était effectivement une phrase géniale et que je confirme à l'usage, c'est-à-dire que le truc c'est que donc mon test quand même commence par le mot waouh parce que tu le prends en main et waouh quoi. La finesse, moi je suis partisan de la finesse, je trouve que c'est intéressant d'avoir un smartphone plus fin et puis plus léger. Donc ça reste un écran très grand parce que moi je suis pas partisan comme on sait des iPhones très grands, mais comme il est plus fin et plus léger, bah ça passe très bien. L'écran il est magnifique, il est ProMotion donc 120 Hz, etc. En termes de puissance, c'est un iPhone ultra réactif. Même j'ai vu la différence avec l'iPhone 16 justement. Ouais. Qui est quand même celui de l'année dernière, qui a un bon processeur, etc. Mais je pense que le ProMotion, ça joue beaucoup. Ça fait, j'avais pas eu encore en main un iPhone avec un écran ProMotion aussi longtemps que ça, en fait. Et c'est un plaisir, hein, c'est sûr, hein, d'avoir ça. En termes de batterie, moi, ça me va très bien. J'ai pas de problème. Pour moi, c'est la même chose que l'iPhone 16, peut-être même un peu meilleur. Pour mon usage, c'est toujours pareil. Hein, la caractérisation d'un usage, c'est toujours difficile, mais bon, voilà. C'est voilà. Mais moi, je trouve que la batterie, elle va très bien. Donc tout ce que tu me dis me pousse à croire que tu ne peux que le recommander. Oui, sauf que on arrive au problème, c'est que alors ça, c'est des trucs qui sont très bien. Voilà. La puissance, l'écran, la prise en main, même le poids j'aurais préféré qu'il soit un peu plus léger, mais admettons. Le premier truc où c'est un peu bof, étonnant, bon, l'unique haut-parleur, moi je trouve pas ça gênant. D'abord, je le trouve. J'ai vu plein d'endroits disant oui, on n'entend rien. Alors, bah non. Enfin, je trouve que le haut-parleur, il est très bien. Oui, c'est du mono. Moi, je trouve que de toute façon, le son stéréo sur un iPhone, aussi grand soit-il, bon, la distance entre les deux haut-parleurs est pas vraiment suffisante pour faire une stéréo intéressante. Enfin, ça, c'est pas. Je trouve que c'est pas un critère. Et le haut-parleur, il est très bien. Enfin, moi, je me rappelle, quand j'avais un iPhone 3G, j'étais très content. J'écoutais la radio sur mon iPhone. À l'époque, on n'entendait rien. Ça vidait la batterie en 3/4 d'heure. Et j'étais très content. J'ai écouté la radio en 3G. Mais c'est pas le cas là, quoi. Donc voilà. Donc moi, le haut-parleur, il me va très bien. Là où ça commence à devenir un peu dommage, bah, il y a qu'un seul objectif photo. Alors, si on fait beaucoup de photos, ça gêne. Le fait qu'il y en ait qu'un, par rapport à l'iPhone 16 par exemple, il n'y a pas l'objectif ultra grand angle et je m'aperçois qu'il me manque en fait. Tu sais, on s'aperçoit des choses quand on les a plus et voilà. Et quand tu es dans une pièce et que tu manques de recul, etc. Voilà, ça manque un peu. Et puis en termes de ça c'est vraiment dommage. Mais le vrai problème, c'est le prix, au final. C'est-à-dire que... Un prix qui baisse, hein. Alors, voilà. Et là, je voudrais faire une tape dans le dos très amicale et chaleureuse à notre camarade François. François, parce que François, il a acheté donc l'iPhone Air donc à plein tarif. Il en est très content, hein. Il nous dit, je pense qu'il a à peu près 1099 1229 €. 1229. Ouais, c'est 1229 €. Alors voilà, donc très clairement, ça ne vaut pas 1229 € parce que oui, il est plus fin, c'est super. Oui, il est un peu plus léger. Je rappelle qu'il fait 165 grammes. L'iPhone 16 que j'ai, il fait 170. L'iPhone 17, il fait 177. Donc 12 grammes, franchement. Mais ça se sent quand même, et puis comme il est très agréable en main, super. Mais 1229 €. Alors, donc il en est très content, et je le comprends, mais il l'a donc payé plein pot parce il a voulu l'avoir tout de suite, ce que je comprends. Ouais. Mais maintenant, et on en avait parlé, hein, je crois, je t'avais dit, hein, je pense qu'il sera intéressant quand il descendra en dessous des 1000 €, et on commence à le trouver chez Rakuten à 830 €. Ouais. Voilà. 400 € de moins, c'est un tiers du prix en moins. C'est hallucinant. Alors ça ne fait que démontrer que donc, à ce prix-là, au prix, mais il est reconditionné ou il est neuf?
Bah, je pense qu'il est neuf. Alors, il y a notre ami du podcast David Mignot, qui est le patron de Yes Yes, qui est un reconditionneur que moi j'aime bien, et il nous avait bien expliqué la stratégie et la culture de cette boîte qui est super. J'en ai acheté plusieurs des iPhones chez lui. J'ai eu la chance de le rencontrer de nouveau dans la boutique à Toulouse, au moment où je suis allé acheter un iPhone pour ma fille. Et l'iPhone Air est arrivé en reconditionné 1 mois après sa sortie. Ouais. Alors, je peux te donner une réponse. Alors, je suis pas sur Rakuten, je suis sur le site de Carrefour. Ouais. Carrefour.fr. iPhone Air 256 Go bleu ciel. Il est neuf. Attends. En tout cas, il a l'air neuf parce que le prix de référence, c'est 1229. Ouais. Et ben, il est à 829. Donc, il est à 400 euros de moins. Ouais. C'est ça. Incroyable. Ouais. C'est, voilà. Et alors, au moment où on enregistre ça le mercredi 29 octobre, arrive le Black Friday. Et je pense que il va tomber en dessous des 800. Black Friday, c'est dans un peu moins d'1 mois. Hein. Ah, c'est pas tout de suite, c'est pas le. Non, c'est le. Ah mince, je me suis trompé. 27 novembre. Attends, j'ai un doute. C'est le 28 novembre. C'est D'accord. Dans 1 mois moins 1 jour. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on sait, c'est que le Black Friday, c'est normalement donc le vendredi noir. Il y a souvent des semaines Black Friday, ce qui me fait toujours rire, moi, mais donc ça va arriver un peu. Donc pardon, je pensais que c'était plutôt que ça, mais je pense qu'il va descendre en dessous des 800. Ça ne fait que montrer que visiblement les chiffres de vente qui commençaient à sortir d'estimation sont vrais, c'est-à-dire que l'iPhone Air doit représenter entre 3 et 5% des iPhones vendus. On murmure, je sais pas si c'est vrai parce qu'il y a des informations contradictoires que Apple aurait baissé, voire arrêté la production. C'est de mauvais augure pour l'iPhone Air qui pourrait finir comme l'iPhone mini ou l'iPhone Plus. Voilà. Donc peut-être qu'ils ont trop forcé sur leur marge et que le vrai prix de l'iPhone Air, moi je pense que le vrai prix de l'iPhone Air c'est effectivement c'est 800 quoi. Ouais. 800, 850 et qu'à ce moment-là, les compromis que tu fais, donc un seul objectif, un seul haut-parleur, une autonomie pas record mais parfaitement bonne et en plus, alors rappelons que c'est l'iPhone le plus solide, le plus jamais construit. Là, à 800, 850, je veux bien, par rapport aux autres. Ça reste cher, hein, qu'on soit bien clair. Mais dans la gamme, il a été placé au niveau de l'iPhone Plus, qui valait bien trop cher, je ne sais même pas ce que c'était, alors qu'en fait, il devrait être même donc en dessous de l'iPhone tout court. À ce moment-là, voilà, tu fais des compromis, mais tu payes un peu moins cher pour les compromis, et alors là, formidable. Parce qu'il est super, cet iPhone, mais pas à 1230, quoi. Donc Apple s'assoit un peu sur le design, enfin sur le coût, le prix que ça lui a coûté. Alors voilà, mais est-ce que en le vendant à 800 €, pour en parler du prix français, est-ce qu'ils font encore de la marge? Je pense que oui. Est-ce qu'ils font la marge qu'ils voudraient? Forcément non, parce qu'on sait que la marge brutale d'Apple c'est plutôt 40%. Voilà, je pense pas que ce soit le cas là. Résultat, voilà. Donc je pense que je sais plus qui dans le chat disait voilà, c'est un iPhone disruptif. C'est aussi pour ça qu'il est intéressant, c'est que globalement, je pense que c'est un iPhone qui montre quand même la voie, en tout cas que moi qui me plairait. C'est-à-dire que je me plains tout le temps ici des iPhones qui sont trop grands, trop lourds. L'iPhone 17 Pro, pardon pour ceux qui aiment ça, mais c'est une brique. Hein. D'ailleurs, ça me fait rire. Ils ont pris la couleur de la brique cette année tellement c'est. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, moi j'aimerais que les iPhones soient plus ou moins tous comme ça. Et c'est ce que je disais quand j'ai publié ça quelque part. En gros, la version 2 va être formidable si elle sort. Parce qu'il y a des trucs aussi que l'iPhone Air ne fait pas, n'inclut pas, et qui font que c'est pas un truc au top. C'est que Apple n'utilise toujours pas la nouvelle technologie de batterie silicium carbone. Et ils ont peur. Voilà. Ils ont peur. Je crois qu'ils attendent de la multitester. Voilà, parce que c'est voilà. Mais
sur le papier, c'est une technologie de batterie à stockage d'énergie beaucoup plus dense. Et donc, pour une même batterie, on pourrait avoir un iPhone Air qui durerait 2 jours ou faire un iPhone Air plus petit. Et je pense que c'est quand même vers ça qu'on tend. Voilà. Oui. Donc voilà, c'est un test d'un futur iPhone de nos futurs iPhones, je pense. Les iPhone Pro vont rester mastoc et les autres vont tendre, à mon avis, vers ça s'ils tiennent bon la barre, quoi. Ouais. Et l'iPhone Air, j'ai l'impression que c'est quand même une étape aussi et préparatoire vers l'iPhone pliant. C'est ce qu'on dit, parce que voilà, effectivement, l'iPhone Air, donc, il fait 5,64 mm d'épaisseur. T'en mets 2, alors, c'est pas tout à fait vrai, ça s'additionne pas, machin, mais enfin, on arrive à 11 mm, au total. Ça reste viable. On peut faire plus fin. Il y a déjà des téléphones, pliants. Alors, en téléphone, dans ce format-là, il y en a pas de plus fin que celui-là, au final, sur le marché. En pliant, il y en a qui font 5, peut-être, enfin, 5 pour chaque partie, donc ça fait 9 mm et demi, voilà, 1 cm plié. Et oui, bien sûr, très clairement, ils bossent là-dessus, quoi. Ils bossent là-dessus. Le fait d'avoir réussi à mettre quasiment toute l'électronique dans le plateau photo là que je montre, c'est évident que ça allait comme ça. Je pense qu'on avait évoqué ici, à quoi ça sert le plateau. Bah, ça sert à ça, justement. Et du coup, ils ont peut-être pas eu la place de mettre un deuxième objectif photo à cause de ça. Et il va falloir qu'ils trouvent la place parce que ça manque. Voilà. Ouais. Bon, quelle note tu mets à cet iPhone Air sur 5? Quand j'ai vu que tu allais m'en faire un test, j'étais embêté parce que il va me demander une note, effectivement. Je suis embêté, en fait, parce que la note, du coup, dépend aussi beaucoup du prix. Voilà. Ouais. Dans une note finale. Après tout ce que j'ai dit, à 800 €, j'ai envie de mettre 4,5, quoi, parce que c'est super. À 1200, ça baisse à 3, c'est pas possible, c'est même 2, enfin, non. Il vaut 1229 €, toujours chez Apple, hein. Donc je mets même pas de note parce que non, à 1200 €, faut pas l'acheter, quoi. Franchement, c'est pas raisonnable. Même si t'as envie d'avoir le dernier iPhone, machin chose, etc. Sauf qu'en termes techniques, ça va pas. Donc, t'aurais dû parler à François avant qu'il soit trop tard. J'ai pas réussi à pouvoir le tester avant, donc il fallait qu'il soit un peu patient, mais voilà, il a pas tenu en place. Non, il a pas tenu en place, notre François, qui est sur les routes, qu'on embrasse, qu'on espère revoir très vite dans eWeek. Merci Fabrice pour ce test de l'iPhone Air. Bah, c'est super qu'on ait pu avoir ton retour. Voilà, et tu mets côte à côte l'iPhone Air et c'est quoi? C'est le 17 Pro? C'est le 17. Le 17. Le 17 tout court. Je montre à la caméra, je montre une vraie différence d'épaisseur de tranche, d'épaisseur. Voilà, c'est sûr. Merci Fabrice. Je te lâche pas parce que c'est l'heure de nos cartons et nos coups de cœur. Est-ce que tu aurais quelque chose pour nous cette semaine? Eh bien, oui, j'ai pris un plaisir formidable à lire le dernier album d'Astérix. Ah oui, et pas sur papier. Non, sur iPad, bien sûr. Oui, sur papier. Soyez raisonnable. Bon, alors ça, c'est mon truc à moi. J'utilise quasiment plus de papier depuis des années, que ce soit pour lire ou pour écrire. Et je lis sur iPad quelques BD. Je suis pas un grand consommateur de BD, hein. Je suis très très traditionnel, classique. Il y a un dernier Astérix, je l'ai acheté sur l'application Izneo, I-Z-N-E-O, que j'utilise depuis des années en fait. Il y a eu un moment, j'avais pas réinstallé pendant 3-4 ans, je me suis dit, oh là là, si ça se trouve, ça existe plus, tant pis, j'aurais perdu mes trucs. J'ai installé, elle est toujours là. Je l'ai installé, je pense, sur mon premier iPad. D'accord. Donc, en 2011. Mais c'est quoi? C'est un libraire C'est un libraire de BD, et tu peux acheter des BD, voilà. Et donc, à combien coûte le dernier album d'Astérix? 7,99 €. Ah oui, c'est bien. Voilà. Est-ce que je peux alors là aussi, pour ceux qui ont la chance d'avoir la couleur, je peux essayer de montrer ça rapidement. Mais oui, il y a la couleur, évidemment, il y a la couleur. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez nous voir partout, mais si vous écoutez cet épisode, vous pouvez le voir en vidéo sur YouTube, je vous rappelle. Voilà, même après coup. Voilà, et donc je lance ça extrêmement tout de suite.
Et je vais relancer, donc hop, bibliothèque, catalogue, non, bibliothèque, c'est là. Nous avons en direct Fabrice. En direct, je cherche, voilà. Manipule son iPad. Et toc, voilà. Donc on va peut-être se faire attraper par les éditions Albert René. Alors là, je ne me vois pas, donc je ne sais pas ce que je montre. Alors, tout petit peu plus haut, si tu peux. Voilà, là on le voit parfaitement. Voilà. On voit la page nous montre. Voilà, c'est une des pages ouais. C'est une des pages. Donc quand on est donc là j'ai un iPad 11 pouces dans la main. Ouais. On voit la page en entier. Ce que j'aime bien, c'est que on peut le lire comme ça. Moi, je trouve ça c'est très bien. Mais je préfère me mettre en mode paysage et on voit une moitié de page. Ah oui, c'est pas mal. Et ensuite, on fait défiler. T'as toute la largeur en fait de la page et donc tu l'as fait défiler vers le haut pour aller en bas de la page en fait. Ouais. Voilà. Et je trouvais ça très agréable. Et en plus, et puis donc cet album m'a fait vraiment rire, quoi. Voilà. Il y a un truc qui va te faire rire, c'est le commentaire de Mike dans le chat qui dit Fabrice a trouvé une utilité à son iPad. Et oui, parce que j'arrête pas de dire que j'ai du mal à trouver des trucs. Alors mon iPad, je m'en sers pour lire, et donc la BD, ouais, c'est bien, absolument. Je sais pas si vous avez remarqué du coup en voyant l'écran, il y a un peu moins de reflets parce que j'ai un film de protection sur l'iPad pour faire un peu aussi effet papier. Ah ouais, je me disais que ça faisait très mat, effectivement. Voilà, ouais. C'est un peu mat, c'est pas mal. Il y a un effet papier parce que ça va aussi avec, j'ai dit ça la semaine dernière, la semaine d'avant, un de mes coups de cœur, c'était un étui pour le pencil, pour le pencil. Donc j'utilise un peu plus pour prendre des notes en écrivant à la main, je me force un peu. Là, ça commence à marcher un peu, voilà. Donc je retrouve des utilités, tu vois, Mike, pas une seule, plusieurs utilités à mon iPad. C'est très bien. Et voilà. Et donc cet album d'Astérix en plus m'a fait vraiment rire. Donc excellent cru en ce qui me concerne, en tout cas il m'a beaucoup plu. Voilà pour mon coup de cœur. Bah merci Fabrice, moi j'avoue j'en ai pas cette semaine, donc je ferai mes devoirs pour la semaine prochaine, je l'espère. J'étais par Mons et par Vaux, donc je n'ai pas eu le temps de lire Astérix, moi. Bah non, toi t'as pas eu le temps, mais tu nous as raconté ce qui allait venir à Las Vegas. Oui, dans les voies de la tech, donc c'est normal. Un petit peu. Bon, grand merci Fabrice. Merci aussi à vous tous pour votre présence avec nous en ce mercredi soir. Exceptionnellement, merci pour vos messages dans le chat. Tu as pas vu le message d'Arnaud que je repasse qui relevait la fameuse couleur de Fabrice. Mais oui, Arnaud, tu es... ça montre que tu as l'habitude d'être au rendez-vous d'I-Week pour le tacler sur ses couleurs. Exactement. Voilà, merci à tous pour vos messages dans le chat, c'était très très sympa. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez évidemment réécouter cet épisode en replay tout au long de la semaine sur la plateforme de podcast de votre choix. Oui, Fabrice, tu indiques bien l'orthographe de cette plateforme. De BD IZNEO en répondant à la question de Christophe qui te demandait de repréciser le nom de cette app. Exactement. Merci à toutes et à tous. Corinne, on espère te retrouver la semaine prochaine. On sera de retour le mardi, 18h30. Fabrice, bonne soirée. À très vite pour la suite. Bis à tous les copains d'iWeek qui étaient pas là. Et à très vite. À très vite pour la suite. Salut à toutes et tous. Salut à tous. Ciao.